bonjour. Donc je suis Bertrand Barrier, je suis le président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne. Nous allons aujourd'hui avoir, et on vous remercie de nous rejoindre pour ce 13e épisode de notre série de webinaires consacrée à la reconstruction de l'Ukraine. Le thème d'aujourd'hui, c'est guerre et économie, comment l'Ukraine peut-elle se reconstruire? Alors avec nous aujourd'hui Nicolas Bouzou qui a la gentillesse de nous faire la présentation sur le sujet, qui pourra également répondre à vos questions en fin de présentation. Le sujet d'aujourd'hui est un vaste sujet, mais qui est d'autant plus d'actualité, puisque comme vous le savez, durant les dernières années, l'Ukraine a démontré une résilience économique absolument remarquable. On a connu une chute du PIB en 2022 de près de 30%, puis ensuite un rebond en 2023 de 5,3%, avec une résilience des entreprises françaises en Ukraine, mais également et surtout des entreprises ukrainiennes et une activité qui a continué économique tout au long en Ukraine depuis le début de la guerre, avec où on remarque que les entreprises françaises ont pu poursuivre dans la grande majorité de leurs activités, avec, si on fait quelques chiffres très simples, on peut remarquer aujourd'hui que la CCFU, donc notre chambre de commerce, représente aujourd'hui plus de 130 entreprises françaises basées en Ukraine, dans des secteurs variés, tels que la finance, l'industrie, l'infrastructure, l'agriculture, la logistique, et dans des domaines dans lesquels souvent ces entreprises sont leaders et occupent des parts de marché tout à fait importantes. La CCFU, la Chambre de commerce, s'occupe et s'est engagée dans la relance de l'économie ukrainienne tout au long de ces années et accompagne les entreprises françaises dans leur démarche auprès des autorités, auprès de leurs partenaires, afin de croître et pouvoir investir sur l'Ukraine. Nous avons, à ce stade-là, nous avons lancé un programme qui s'appelle Let's Rebuild Ukraine, qui nous permet de réunir l'ensemble des acteurs intéressés par la reconstruction de l'Ukraine. Mais quel est le constat après 4 années de guerre, ou presque 4 années de guerre aujourd'hui? C'est qu'on voit que le PIB en 2024 a faiblement progressé, et en 2025, il en est de même. Les pertes subies par l'Ukraine sont très importantes et continuent à s'accroître malheureusement et à devenir malheureusement, on le voit au quotidien, de plus en plus importantes. Aujourd'hui, les pertes, si on parle en termes de chiffres, si on essaye à mettre de valorisation de ces pertes, on s'aperçoit qu'on est à plus de 400 milliards de dollars. Donc aujourd'hui, la question qui va se poser, évidemment, c'est comment reconstruire, dans quel contexte reconstruire, avec une pression qu'on connaît tous, une pression géopolitique, avec un positionnement des pays par rapport à la guerre, des pays européens et internationaux occidentaux qui évolue, avec un climat d'investissement qui est rendu compliqué du fait d'un ensemble de choses, des coupures d'électricité, de la pression fiscale, de la mobilisation. Et c'est dans ce contexte qu'a été signé au mois d'avril, le 30 avril 2025, l'accord de partenariat économique entre l'Ukraine et les États-Unis, prévoyant la mise en place et la création d'un fonds d'investissement et de reconstruction. C'est le sujet, et c'est dans ce contexte-là qu'aujourd'hui nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Nicolas Bouzou, que vous connaissez certainement, qui est économiste et essayiste, et qui est auteur du livre La civilisation de la peur, et de nombreux ouvrages sur la croissance, la transformation économique et les enjeux géopolitiques du XXIe siècle. Donc Nicolas, merci d'être avec nous aujourd'hui. Plaisir. Sans plus attendre, peut-être une question d'ordre général avant de pouvoir revenir sur l'accord conclu avec les États-Unis. Donc une question générale qui serait, on voit que en 2023 et début 2024, la croissance de l'économie ukrainienne a été importante puisqu'elle était d'environ 5%. Et on voit depuis le second semestre 2024
Et malheureusement également, ça se continue apparemment sur le premier semestre 2025, une croissance qui ralentit. On souhaiterait vous interroger et si vous pouviez nous éclairer sur peut-être les principales raisons de ce ralentissement et également quelles seraient, d'après vous, les mesures que, si vous aviez peut-être la réponse ou des éléments de réponse, sur quelles mesures le gouvernement ukrainien pourrait-il mettre en œuvre afin de restaurer une croissance qui soit plus soutenue dans les prochains temps. Voilà, merci Ouais. beaucoup Nicolas. Avec plaisir. Bon, déjà, bonjour à tous. Merci de votre invitation. C'est vrai que là, les chiffres économiques ukrainiens, les premiers chiffres dont on dispose sur l'année 2025, sont des chiffres qui ne sont pas très bons en réalité, et que de façon générale, on peut mettre sur le dos de la durée de la guerre, d'une forme quand même d'atteinte en profondeur de la guerre sur la situation économique. Alors, vous l'avez dit, Bertrand, hein, le principal facteur en réalité, c'est le fait qu'il y a moins de population active. Si on regarde la récession, c'est plus qu'une récession, hein, évidemment, mais de l'année 2022, cette récession, elle est liée au fait que on a perdu énormément de gens qui sont allés au front, des gens qui sont partis à l'étranger, des femmes qui travaillaient qui sont à l'étranger, etc. Donc, c'est ça véritablement le principal facteur qui, au fond, a été la cause des évolutions du taux de croissance depuis le début de la guerre. Donc, on a eu en effet cette chute extrêmement forte en 2022. On a eu des chiffres plutôt encourageants, une espèce de mini rattrapage en 2023 et en 2024. Et là, cette année, je regarde les premiers indicateurs avancés, notamment de la Banque centrale, on aura une croissance qui sera comprise entre 0,5 et 1%, quelque chose de cet ordre-là, avec une inflation qui remonte très clairement, très tirée par les coûts de l'énergie, donc une inflation qui est de l'ordre de 15%. Donc ça, je dirais que c'est lié pour l'essentiel aux attaques sur les infrastructures énergétiques. Un taux de chômage qui lui aussi reste relativement élevé, hein, aux alentours de 12% de la population active, et des déficits qui représentent à peu près cette année 20% du PIB. Alors bon, ça je dirais pas que c'est le moins grave, mais on va dire que l'Ukraine est un peu hors marché, c'est-à-dire que de toute façon, ce déficit, il est largement financé par l'aide internationale et en particulier par l'aide européenne. Donc ça, c'est un peu un facteur extra-économique. Mais très clairement, ce qu'on voit, hein, de façon extrêmement lucide, c'est que certes, il y a eu cette résilience. Au fond, hein, si je voulais un peu refaire la séquence, je dirais, bon, 2022, année de la chute, parce que année de l'ajustement aux conditions de la guerre, notamment en matière de population active, de main-d'œuvre, etc. 2023 et 2024, c'était les années où l'Ukraine a montré sa résilience. Et 2025, on voit quand même que les facteurs fondamentaux de la guerre rattrapent l'économie. Et donc, on a une situation, alors qui n'est pas une situation de récession, hein. Il ne faut pas noircir le tableau, mais une situation quand même qui, du point de vue macroéconomique, est une situation qui se complique avec ce couple croissance-inflation qui est pas très bon. Alors d'ailleurs, de façon assez intéressante, on a aussi un ralentissement qui est très prononcé côté russe. Donc en Russie, on voit aussi, hein, que la guerre, alors que la Russie devrait être en théorie moins touchée ou touchée autrement, puisque c'est l'agresseur, bah, on voit que là aussi, la guerre commence à se voir très profondément sur les données macroéconomiques russes, puisqu'on a une chute de la croissance qui est forte, parce que, bon, je pourrais rentrer dans les détails si ça vous intéresse, mais on a une inflation qui est persistante. Alors, on parlera peut-être des sanctions. J'aimerais bien qu'on en parle tout à l'heure, mais on voit quand même que les sanctions ont un impact sur l'économie russe, notamment le nouveau train de sanctions qui concerne la flotte fantôme de tankers. Euh, alors, ce qui n'était sans doute pas parfaitement anticipé par le gouvernement russe, c'est la baisse des prix du pétrole, qui là encore diminue les revenus de l'État russe et qui a fait naître un déficit. Bon, bref, on voit que la situation quand même se complique aussi chez eux. Voilà, donc on a finalement quelque chose, je dirais, d'assez classique. Et peut-être pour terminer sur ce point, alors moi, je connais par définition
moins l'économie ukrainienne que vous, parce que moi je regarde les chiffres macroéconomiques, mais l'économie ukrainienne, c'est les entreprises, hein, donc c'est vous, c'est pas moi. Donc moi je vois ça avec beaucoup de recul et d'un peu loin, mais le sentiment que j'ai, c'est de plus en plus une économie un peu duale, en fait, avec une économie traditionnelle, hein, le commerce, l'industrie, etc., qui souffre quand même très clairement de la guerre, mais en revanche, un niveau d'innovation qui reste extrêmement élevé. Avec beaucoup d'efforts dans ce domaine, alors en particulier dans l'armement. Alors évidemment, ce qu'on a vu ces derniers jours a été extrêmement spectaculaire, mais il y a un peu quelque chose, si je réfléchis en termes économiques, il y a un peu une évolution à l'israélienne. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est en cela que je parle d'économie duale. On voit un peu la même chose en Israël, hein. C'est-à-dire, Israël, on voit que l'économie est affectée aussi par les conflits, bah, très, très clairement. L'industrie, c'est plus difficile de produire, le commerce, c'est plus difficile que ça marche normalement, etc. Donc, sans doute des choses qui sont un peu similaires à l'Ukraine. Mais en revanche, une frontière technologique qui reste très élevée. Et ça, c'est absolument fondamental pour l'après. Et là, ça doit vraiment être un sujet de réflexion. Et d'ailleurs, moi, c'est quelque chose que je dis à nos dirigeants français ou européens. Je dis, on a tout intérêt à se connecter le plus possible à l'économie ukrainienne, surtout après la guerre. Alors, je ne sais évidemment pas quand ce sera, mais on a intérêt à avoir cette vision-là parce qu'on a une économie qui, en termes de secteur de défense et plus généralement en matière d'innovation, est sans doute à la frontière technologique. Et donc, dans notre propre intérêt, on a tout intérêt à être le plus connecté possible avec l'Ukraine. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vois d'un bon œil les perspectives d'adhésion à l'Union européenne. Alors ça aussi, c'est un sujet en soi. Là, hein, je vais très vite, hein, je passe d'un sujet à l'autre, mais je vois ça avec une vision très positive pour les deux parties. C'est-à-dire que je pense que c'est très important pour l'Ukraine parce que, pour employer un langage un peu de macroéconomiste, ça ancre des anticipations en matière de réforme, en matière d'infrastructure, en matière de stabilité de la règle de droit, tout ce que vous voulez, bon, tout ce que l'Union européenne, qui a beaucoup de défauts, mais enfin, sait faire quand même. Bon. Et pour nous, c'est très important parce que, pour le dire de façon un peu rapide et schématique, l'Ukraine, je préfère la voir avec nous plutôt qu'en dehors. Vous voyez. Et donc, voilà, je pense que, alors ce sont des idées simples, mais enfin parfois les idées simples sont les meilleures, hein, et je pense que si on veut réfléchir un peu en termes de prospective, il faut bien avoir ça en tête. Mais voilà, je veux pas, je pense qu'il faut être lucide. Du point de vue économique, l'année 2025, elle est compliquée, c'est clair. Écoutez, merci beaucoup Nicolas pour cette introduction passionnante. Je pense qu'en effet, on partage, et je pense que l'ensemble des participants partagent également votre analyse, à savoir une économie très résiliente avec des signes évidemment de plus en plus compliqués situés aujourd'hui, une innovation très présente aujourd'hui qui était déjà le secteur de l'IT très Bien présent sûr. avant la guerre et ça a été, on le voit et on ne peut que le répéter, l'importance dans le terme du conflit de l'innovation et de la technologie. Euh, et on le voit et on le perçoit peut-être au quotidien dans les entreprises. Euh, sur le fameux accord de partenariat Oui, économique, et si on en vient à ça, puisque il a fait couler beaucoup d'encre, on en a beaucoup parlé, il a été au début dans les médias très critiqué, ce partenariat, puisqu'on avait l'impression, et peut-être justifié en tout cas, et vous allez pouvoir nous éclairer dessus, que il était complètement déséquilibré à l'avantage des États-Unis et très mm, défavorable à l'Ukraine. Alors que finalement, après négociation, après discussion, on voit que les Ukrainiens ont accepté relativement facilement après un certain temps de le signer, qu'on a l'impression qu'il est plutôt équilibré, qu'il prévoit la création d'un fonds d'investissement et voilà, ce qu'on voudrait avoir, c'est plus, je pense que on lit tous dans les médias, dans les journaux, mais on n'a pas vraiment une sensibilité concrète par rapport à ce qu'il représente, par rapport à ce que ça veut dire en termes d'enjeux
macroéconomique pour le futur pour l'Ukraine. Et évidemment, nous, ce qui intéresse également les entreprises françaises, c'est de savoir comment, dans un Mm. certain nombre de secteurs, quelle va être la position adoptée ou quelles seront les conséquences pour les entreprises françaises par le futur. Et si vous pouviez nous éclairer Oui, sur ce point-là, ça serait vraiment tout à fait admirable. alors, Voilà, merci. oui, alors je ne veux pas décevoir l'admiration que vous placez potentiellement en moi, parce que malheureusement, on manque de détails sur ce fond, mais je vais quand même vous donner mon diagnostic général. En fait, moi, je suis, et là, je le dis, on est vraiment entre amis, donc on est à huis clos, mais je suis complètement en désaccord avec le narratif médiatique dominant. Moi, je pense que cet accord, il est très déséquilibré en faveur de l'Ukraine, en réalité. Et je ne suis pas très étonné parce que je pense que les négociateurs américains, très honnêtement, on pourra rentrer dans les détails, mais ils sont pas très bons. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que, grosso modo, les Américains vont mettre de l'argent, donc il y aura quand même du capital américain. Ça veut dire que les Américains, de toute façon, prennent pied en Ukraine, donc ça, c'est très bien pour l'Ukraine. C'est très bien d'avoir réussi à attirer les Américains sur le sol ukrainien pour qu'ils y fassent du business et pour qu'ils y aient des intérêts économiques. Après, d'après ce que j'en comprends, c'est vous les spécialistes, mais enfin, la cartographie des métaux critiques, des terres rares en Ukraine ne me semble pas encore parfaitement précise, ni parfaitement documentée. Je me trompe peut-être, il y a peut-être des spécialistes dans cette assemblée de ce sujet, mais enfin, j'ai cru comprendre que tout ça n'était pas encore parfaitement documenté. Donc, je trouve qu'au fond, c'est pas mal, parce que les Américains s'engagent à mettre de l'argent, ils s'engagent à être présents en Ukraine. Alors certes, il n'y a pas de garantie de sécurité, mais là, faut pas trop, on pourra y revenir tout à l'heure, mais faut pas trop demander aux Américains, si vous voulez. C'est-à-dire que très clairement, malheureusement, je pourrais vous dire pourquoi, mais il y a vraiment un biais pro-russe dans l'administration américaine aujourd'hui. Donc, de toute façon, les garanties de sécurité, ils ne pouvaient pas. Voilà, ça me semblait absolument exclu. Donc, il n'y en a pas, mais au moins, ils y sont. Le partage des revenus, c'est, on va dire, 50-50. Bon, voilà, ça me semble à peu près normal. Votre question, Bertrand, sur l'impact macroéconomique, franchement, j'en ferai pas trop là-dessus. Sur l'impact macroéconomique, je suis pas sûr qu'il y en ait un, en fait, parce que, voilà, je pense que tout ça, enfin, certes, il y a cet accord, il a le mérite d'exister, c'est bien. On ne sait pas exactement, concrètement, comment tout ça va se mettre en œuvre, à quel terme. Comme je l'ai dit, en fait, on ne sait pas encore. euh, Attendez, super, hop. On ne sait pas encore exactement quels seront les montants qui seront en jeu. Voilà, moi je pense en plus, on commence à connaître un peu la façon dont fonctionne cette administration. Donc on voit bien que ce qu'ils veulent, c'est des symboles. Le président Trump avait demandé un accord, pardonnez-moi de vous le dire, mais au fond un peu au mépris de ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur. Voilà, mais il fallait un accord. Donc mon analyse, c'est de ne pas penser qu'on a là quelque chose d'absolument fondamental qui va changer le destin de l'Ukraine. Je pense que c'est bien. Je pense que le gouvernement et le président ukrainien ont eu parfaitement raison d'accepter ces accords dans les conditions de l'accord. Est-ce que ça va donner quelque chose de fondamental du point de vue économique? Franchement, j'y mettrai pas tout mon argent. Voilà. D'accord. Je vous le dis comme je le pense. Merci Nicolas pour cette première analyse. Dans ce que vous dites, il y avait de la part, quand on se fie aux médias, il y avait une grande volonté de départ de la présidence américaine de dire il faut rembourser quelque part ce qu'on a mis sur ce qu'on n'a pas investi peut-être, mais en tout cas sur l'ensemble de l'aide qu'on a apportée au cours des 3 dernières années. On n'a pas véritablement l'impression que ce soit au travers de cet accord-là, enfin, Non, ça ne l'est pas. qu'il y a un remboursement qui ait lieu, ou en tout cas on a l'impression que c'est en effet, comme vous l'avez souligné, on investit sur les terres rares, sur les minerais rares, mais ça veut dire investissement pour ensuite en récolter le bénéfice. Mais on n'a pas vraiment l'impression qu'il y a un mécanisme de remboursement. Et on voulait avoir la confirmation éventuellement de votre part sur ça et votre vision par rapport à ce que pourraient demander les États-Unis peut-être dans le futur par rapport à ça.
Ah, mais Comment on je vous le décidera des confirme. demandes ou pas? Non, non, mais c'est pour ça que je dis, moi je trouve que cet accord a été très bien négocié par les négociateurs ukrainiens. C'est-à-dire qu'en effet, cette question-là, elle a disparu de l'accord, en réalité. L'accord n'en fait pas mention. Donc, et heureusement d'ailleurs, parce que c'était une idée qui était une idée enfin, je pourrais vous le démontrer, mais qui tient pas en fait. Voilà. Mais de toute façon, ça n'est pas dans l'accord. Cet accord, de toute façon, c'est simple. Les Américains mettent de l'argent, il va falloir aller chercher ces terres rares. En plus, d'après ce que j'en comprends, beaucoup sont dans les territoires occupés par les Russes, donc ça complique quand même un peu les choses. Il faudrait les exploiter, etc. Enfin, tout ça, enfin, c'est pas pour tout de suite. Tout ça me semble quand même extrêmement compliqué et à ce stade un peu spéculatif. Donc voilà, donc je pense qu'il faut avoir une vision pragmatique des choses. Grosso modo, je le dis un peu vulgairement, mais on a calmé le président qui a un symbole, il a son accord. Vous avez les Américains qui sont engagés du point de vue économique sur le sol ukrainien. L'Ukraine garde quand même la souveraineté, c'est dans l'accord, hein, la souveraineté évidemment des terres. Elle bénéficiera en partie du revenu de l'exploitation de ces terres. Hein, tout n'ira pas aux États-Unis. Enfin, franchement, moi je trouve que tout ça est très bien. Et en plus, moi qui suis un patriote européen, franchement, en tant qu'Européen, je me dis pas, les Américains ont fait un super coup et ne laissent rien à l'Union européenne. Je me dis, Hmm. bon, voilà, ils ont fait quelque chose. Nous, on verra de façon pragmatique. Est-ce qu'on s'insère dans cet accord? C'est pas sûr. Est-ce qu'on fait d'autres accords plus ambitieux avec l'Ukraine? Ça me semble tout à fait possible. Enfin, vous voyez, je pense qu'en plus, ça ferme pas du tout la porte à une relation très ambitieuse, avant même l'adhésion, hein, mais entre l'Union européenne et l'Ukraine. Hmm. Alors vous avez soulevé en effet la question de la relation avec l'Union européenne. On voit que, et on a pu le voir, ne serait-ce qu'à un niveau national en France, que il y a eu le fonds de soutien à l'Ukraine qui a été le fameux fonds de soutien de 200 millions qui a été mis en place. Les programmes d'action commencent à porter leurs fruits. On voit les projets se réaliser, se conclure et avancer. Donc ça, on voit un côté très positif. On voit au niveau européen, alors sur la construction et sur l'adhésion à l'Union européenne, c'est du plus long terme, évidemment, ça met toujours beaucoup de temps, il y a tout le paquet d'adaptation de la Bien législation sûr. ukrainienne aux normes et à la législation européenne, ce qui prend du temps, ce qui nécessite des programmes pluriannuels. Mais ce qu'on voit, c'est à courte échéance, il va y avoir la conférence à Rome où on entend que des grands projets vont être annoncés, financés par l'Union européenne. Et donc il y a quand même économiquement, l'Europe joue sa carte, on a l'impression, en tout cas dans une situation souvent budgétaire compliquée. Alors on n'a pas encore et peut-être on voit le plus aux États-Unis le fait, mais de dire l'Ukraine, bah, ce soutien coûte cher et empêche les politiques peuvent avoir une approche de dire le coût de la guerre a quand même les empêche. Enfin, c'est toujours facile de trouver une excuse sur l'absence de budget. On le voit pas trop, on le perçoit pas encore en France, on le perçoit pas trop dans les autres pays européens. Pour autant, il y a eu deux élections importantes et peut-être vous pourrez nous en dire un mot Ouais. au niveau économique, l'impact économique que ça pourrait Mhm. avoir par rapport à cette construction européenne et cet agissement européen. En Pologne et cette semaine aux Pays-Bas, ce sont des signes plutôt pas très favorables de la part des médias, enfin ce qu'on en perçoit. Est-ce que vous avez partagé cette même analyse et comment vous voyez les choses? Oui, alors, je vais vous répondre bien évidemment, mais la grande élection qui est absolument majeure est très favorable à l'intégration de l'Union européenne, aux relations entre l'Union européenne et l'Ukraine, ça a été l'élection, enfin plutôt l'arrivée à la chancellerie de Friedrich Merz en Allemagne. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très, très important parce que pour la première fois depuis très longtemps, nous avons un alignement, grosso modo, hein, des positions diplomatiques, militaires et des positions économiques de l'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni, alors qui certes n'est pas dans l'Union européenne, mais enfin on voit que là, on a un axe quand même qui est un axe extrêmement puissant avec les idées très claires. Et le chancelier Merz
que j'avais rencontré il y a quelques années, est vraiment quelqu'un de formidable, ce qui tranche très honnêtement avec le chancelier précédent, hein, qui n'avait pas du tout les idées claires et qui avait absolument peur de tout et qui était, à mon sens, une catastrophe pour son pays et pour l'Union européenne. Là, on a vraiment quelqu'un qui est très courageux, qui exprime les choses avec force, qui va présider au réarmement alors pas l'Union européenne n'a pas de compétences en tant que telle de défense, mais enfin, en tout cas, au réarmement de l'Allemagne, il y a une meilleure coordination. C'est quelqu'un, comme vous le savez, qui est très ambitieux dans son soutien militaire à l'Ukraine. Euh, comme l'est le Royaume-Uni. Alors la France l'est dans les termes, et je sais que parfois dans la pratique c'est un peu plus compliqué, ça c'est le charme de notre pays, mais enfin bon, grosso modo là, on voit quand même que on a un alignement qui est quelque chose de très positif. Je vous dis ça pour contrebalancer un peu le discours médiatique que l'on voit en effet. Alors, bien évidemment, il y a eu cette élection en Pologne. Clairement, bon, on va voir ce qui va se passer, on va voir comment vont cohabiter, on va voir s'il y a de nouvelles élections législatives en Pologne, parce que c'est ça vraiment qui va déterminer le cours à venir de la politique. Donc on va voir si le Premier ministre Tusk va devoir partir ou pas. Bon, mais vous avez quand même l'élection roumaine, qui est quelque chose de positif. Alors, c'est un tout petit pays, mais il se trouve que j'y étais avec le président de la République il y a 15 jours, c'est pour ça que j'ai ça en tête. Vous avez eu l'élection en Albanie aussi, qui est quand même quelque chose qui a été tout à fait positif. Et puis, vous avez aujourd'hui un pays qui est un pays qui prend quand même du poids économiquement et qui, pour le coup, euh, est une relative réussite du point de vue politique. C'est le gouvernement Meloni en Italie, qui n'est quand même pas assimilable à du Trumpisme, si vous voulez. Moi, ce ne sont pas mes idées, mais enfin, voilà, on a quand même quelqu'un qui est relativement raisonnable, qui est pour l'OTAN, qui n'a jamais versé dans comment dire, dans l'allégeance à l'égard de la Russie. Donc, vous voyez, je trouve qu'on a un contexte politique de ce point de vue-là en Europe qui est quand même plutôt positif. Alors après, oui, vous avez la Hongrie, vous avez la Pologne, mais ce qu'il faut bien voir aussi, c'est qu'on a de plus en plus de dispositifs à l'intérieur de l'Union européenne qui permettent de faire passer des mesures non plus à l'unanimité, mais à des majorités qualifiées. Vous voyez, donc, bon, sur les 27 pays, vous en avez quand même une vingtaine qui sont parfaitement alignés. Donc moi, je pense que quand même, l'Union européenne suit une trajectoire qui est une trajectoire aujourd'hui très positive, y compris d'ailleurs du point de vue économique. Je trouve que ce que fait la Commission von der Leyen 2, alors pas forcément d'ailleurs sur des sujets qui sont directement liés à l'Ukraine, mais sur les sujets commerciaux, par exemple, ou sur les sujets de simplification, je pense que, alors vous allez dire que je suis peut-être un peu optimiste, mais enfin, je trouve que tout ça va vraiment dans le bon sens. D'accord. Merci beaucoup pour ces informations sur on a parlé des États-Unis, on a parlé de l'Union européenne. Vous avez parlé, maintenant faut qu'on puisse parler de la Russie également. Euh, il y a eu plusieurs choses par rapport à la Russie depuis le début de cette année. Tout d'abord, une volonté de l'administration américaine de trouver un accord rapide, ce qui espérait, ce qui était un vrai espoir peut-être du début de l'année, en tout cas qui s'avère aujourd'hui, on en est assez éloigné, on a l'impression, alors j'espère me tromper, mais en tout cas on a l'impression que l'accord, même après la réunion d'Istanbul il y a 2 jours, bah, ça semble très compliqué. Euh, on entend beaucoup de choses sur les sanctions et peut-être c'est sur cet aspect-là, plus que sur l'aspect politique, qui intéresse, je pense, nos entreprises et c'est de comprendre sur les sanctions. On dit souvent il n'y a pas d'impact parce que la Russie a toujours la possibilité de se fournir ailleurs au travers de pays tiers qui fournissent les produits. Pour autant, votre vision d'un point de vue économique et macroéconomique, est-ce que vous pouvez nous dire quelle en est aujourd'hui, parce que vous avez dit on sent les impacts, est-ce que vous pouvez nous Oui, dire bien plus sûr. concrètement où on en est et quel va être Bien sûr. l'intérêt justement de ces sanctions?
Alors, moi, je suis persuadé que les sanctions sont efficaces. Elles n'ont pas provoqué d'effondrement de l'économie russe, mais c'était de toute façon pas le but. Les sanctions sont efficaces à deux titres. D'une part, les sanctions les plus efficaces du point de vue économique, ce sont celles qui affectent les revenus liés aux hydrocarbures. Voilà. Donc, c'est ce fameux plafonnement du prix du pétrole à 60 dollars, donc qui était contourné, comme vous savez, par cette fameuse flotte fantôme avec des centaines de bateaux russes qui posent d'ailleurs pas que des problèmes de contournement des sanctions, hein, mais qui sont des bateaux qui sont très souvent vétustes, qui peuvent avoir 18 ou 20 ans, qui sont souvent assurés directement par les Russes, hein, puisque vous savez évidemment les pays qui pratiquent cette sanction du cap à 60 dollars n'ont pas le droit de les assurer, donc ils sont assurés surtout par les Russes, aussi par des compagnies chinoises, mais a priori surtout par les Russes. Mais bon, voilà, cette flotte fantôme, elle pose tout un tas de problèmes. Et d'ailleurs, elle pose même des problèmes militaires, hein, parce que on soupçonne certains bateaux d'aller couper des câbles, etc., hein. Donc, c'est pas qu'un problème de contournement des sanctions. Donc, face à cela, l'Union européenne a pris des mesures de renforcement de ses moyens d'identification et de sanction de cette flotte fantôme, qui n'a plus le droit d'aller dans un certain nombre de ports. Et donc ça, si vous voulez, alors c'est un vrai travail, c'est un travail concret, hein, c'est pas théorique. Il faut identifier les bateaux, il faut identifier leur immatriculation, il faut voir où ils sont, etc. Donc c'est pas bon, donc c'est très concret, mais on progresse. Voilà, on identifie de plus en plus de ces bateaux et ça complique singulièrement la tâche des Russes. Et surtout, ce qu'on voit très concrètement, c'est que ça diminue les recettes fiscales. Et donc, ça diminue la capacité à financer l'effort de guerre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les recettes fiscales liées aux hydrocarbures, pour vous donner un chiffre, si vous prenez les chiffres de janvier à mai 2025 comparés à janvier à mai 2024, on a une baisse de 35%. Donc, donc on ne peut pas dire que c'est inefficace. On peut dire que c'est pas suffisant, on peut dire qu'il faudrait aller plus loin, mais ça a une efficacité. Donc ça, c'est la première chose. D'ailleurs, au passage, tout ce qui concourt, même si ça n'est pas du domaine directement des sanctions, mais tout ce qui concourt à faire baisser les prix du pétrole accentue l'effet des sanctions. Donc, quand le président Trump, dans ses 100 premiers jours, a libéralisé les permis de forer du pétrole de schiste, du gaz de schiste, etc., bah, tout ça, concourt à faire baisser les prix des hydrocarbures. Et c'est quand même une difficulté supplémentaire pour la Russie. Donc ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, en fait, les sanctions, depuis le début, elles ont un effet économique et militaire. C'est qu'elles renchérissent le coût du remplacement des équipements russes. Euh, Pourquoi? Parce qu'avant la guerre, la chaîne de valeur de la défense, du secteur de la défense russe était une chaîne de valeur qui était quasiment mondiale. Donc, quand ils faisaient des avions, des tanks, tout ce que vous voulez, des bombardiers, etc., vous aviez des composants qui venaient d'absolument partout. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Alors certes, il y a de la contrebande, on sait qu'il y a des composants allemands qui passent par le Turkménistan, etc., et qui se retrouvent en Russie. Tout ceci est vrai. On sait aussi que la Russie achète des composants à la Chine, mais ça renchérit le coût de la chaîne de valeur du secteur de la défense en Russie. Et d'ailleurs, tous les spécialistes militaires vous le disent. En fait, ils vous disent que la Russie substitue de la quantité à de la qualité. Parce que produire beaucoup, ça en revanche, ils peuvent le faire. Parce qu'ils ont beaucoup d'usines, parce qu'ils ont beaucoup de main-d'œuvre. Donc ça, ils peuvent produire énormément. Ce que nous, on ne sait pas faire, malheureusement, en Europe. Nous, c'est plutôt l'inverse. Nous, on sait faire des équipements à très forte valeur ajoutée, mais on a un vrai problème de capacité de production. On pourra en parler si ça vous intéresse, mais Oui, la, mais la- juste, oui, excusez-moi Nicolas, justement par rapport à ce point, parce que je pense que c'est un des points très très intéressants, c'est que on a parlé de l'Europe qui a pris très clairement position. On voit qu'aujourd'hui, sans parler d'économie de guerre, mais on sent que les pays européens augmentent les dépenses, tous les pays, sur l'aspect militaire, qui était il y a quelques années quelque chose, une tendance complètement oui, inverse. Donc on est complètement à l'inverse de ce qu'on voyait il y a quelques années.
Et en effet, comme vous le dites, on est habitué dans les pays européens à développer des techniques extrêmement sophistiquées qui mettent très longtemps à développer et qui parfois sur le terrain militaire sont compliquées ou peuvent être surannées assez rapidement du fait de l'évolution du conflit et de ça. Comment est-ce que vous voyez ça par rapport aux pays européens? Est-ce que vous voyez qui vont aller vers une adaptation justement par rapport à la réalité du conflit, prendre les enseignements de ce qui se passe pour avoir plus de flexibilité? Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez possible ou est-ce qu'on va continuer les anciennes recettes sur ça? Non, non, alors, il y a beaucoup de choses, Bertrand, dans votre question qui est absolument fondamentale. Bon, ce qui est acté, c'est le fait que les pays de l'Union européenne vont dépenser plus pour leur défense. Donc, c'est vrai de la France, on va aller à 3% du PIB, on est à 2% à peu près, on va aller à 3%, donc ça représente à peu près 50 milliards d'euros, donc c'est parfaitement à notre portée, c'est dans notre programmation militaire, donc ça va être fait. Bon, l'Allemagne, j'en ai parlé, va dépenser beaucoup plus, mais tous les pays vont dépenser beaucoup plus. Alors, il y a encore certains pays qui sont un peu récalcitrants, comme l'Espagne, par exemple, qui a aussi un gouvernement qui est pas très bon et qui n'a pas du tout les idées claires sur ces sujets-là. Mais enfin, globalement, on peut dire que dans l'Union européenne, on va dépenser plus. Premier sujet. Deuxième sujet, on va produire plus. Ça, c'est absolument certain, parce que déjà, d'une certaine façon, les États-Unis nous lâchent, et parce qu'on ne peut pas rester autant dépendant de matériel militaire américain. Ce n'est pas possible. Ces dernières années, à peu près 60-70% de la hausse de la dépense militaire dans les pays de l'Union européenne, elle a été absorbée par des achats de matériel américain. Alors, pas en France, mais en Allemagne, en Pologne, au Portugal, ça a été le cas. Donc là, il va forcément y avoir un rééquilibrage. Alors, ça va faire hurler le président Trump, mais comme de plus en plus, on voit que sa présidence est faite de hurlements qui ne sont pas suivis d'effets, du coup, la valeur de ces hurlements et de ces crises d'hystérie est en train de diminuer, si vous voulez. Bon, donc voilà, donc je pense que ça, c'est quelque chose qui va être fait. Quand vous regardez la chaîne de valeur des industries de défense de l'Union européenne, en fait, vous voyez qu'on couvre tout. On sait absolument tout faire. Si vous prenez la France, l'Allemagne, l'Italie, je mets dedans le Royaume-Uni et on peut mettre aussi le Canada, allez, avec Bombardier. Bon. Donc, vous regardez ça, en fait, on couvre tout, des munitions, de la poudre, jusqu'aux avions les plus sophistiqués avec les Rafales, par exemple. Bon. Le problème, il y a deux problèmes. Premier problème, on n'a pas de capacité de production suffisante. Donc, très concrètement, il faut faire des usines. Voilà, donc ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, en France, on a des lignes budgétaires, mais on ne passe pas suffisamment vite les commandes, parce qu'on a des process qui sont des process d'économie de paix. Très bureaucratiques, très compliqués, les appels d'offres, tout ça, c'est cauchemardesque en France. Et moi, je n'arrête pas de dire au ministre de la Défense, de lui suggérer de faire voter un peu ce qu'on a fait avec Notre-Dame ou avec Mayotte, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec Mayotte, c'est-à-dire une grande loi de simplification pour aller beaucoup plus vite en matière d'établissement des contrats, de commandes, etc. Parce que moi, les industriels, ils viennent me voir et ils me disent, super, les lignes budgétaires, etc. Mais nous, on n'a toujours pas de commandes. Donc, on ne va pas produire des armes si on n'a pas de contrat. Enfin, c'est Alors, simplement pas possible. c'est en effet, Nicolas, c'est en effet ce qu'on voit. Par rapport à l'économie de la France, les questions de financement, les questions de passation des marchés, pour revenir à l'Ukraine et la carte que peut jouer l'Ukraine par rapport à ça, on voit il y a une demande souvent qu'on voit quand on rencontre les autorités ukrainiennes de produire en Ukraine, évidemment, Oui. chaque pays veut produire. Mmh. Peut-être votre perception par rapport à ça, alors indépendamment toutes les difficultés liées évidemment au conflit existant, mais par rapport à ça, comment vous percevez les choses de dire ou des industriels ou des autorités françaises que vous rencontrez sur une fabrication, une production en Ukraine? Est-ce que c'est Ah, quelque mais chose qui est favorable? Est-ce que c'est quelque oui, chose où il va y avoir ah, mais du je n'arrête pas de le financement dire, j'en suis sûr.
Ah, j'en suis sûr. Je suis sûr que c'est la bonne idée du point de vue économique. Et en fait, on se heurte. Vous passez par pertes et profits, les difficultés pratiques, mais en fait, j'ai l'impression qu'on se heurte à ça, en fait. C'est-à-dire que ça Hmm. semble très compliqué en pratique, et c'est la raison pour laquelle on n'avance pas assez. Mais je suis absolument persuadé que c'est la bonne idée et que c'est. Alors, il faut qu'on produise en France aussi, hein, mais il faut qu'on fasse les deux en réalité. Mais bien évidemment, des entreprises françaises doivent développer des capacités de production en Ukraine, en ayant à l'esprit, évidemment, l'adhésion à l'Union européenne. Vous voyez? Donc, moi, en tout cas, je soutiens complètement cette idée. Et ce n'est pas du tout une idée qui est, de ce que j'en comprends, hein, ça n'est pas du tout une idée qui est rejetée par les autorités françaises. Absolument pas. Cela dit, elle semble sans doute difficile à mettre en pratique. D'accord. On va peut-être essayer, je ne sais pas s'il y avait d'autres points, peut-être, mais après cette phase de présentation, de passer peut-être à des questions des participants. Je voyais une première question de Christian qui dit, le pays dispose-t-il de compétences pour accompagner la reconstruction? Donc évidemment de compétences industrielles suffisantes, technologiques. Euh, Oui. voilà, alors La réponse est oui. La France, la question porte sur la France. Est-ce que la France a des non, non, compétences pour... l'Ukraine, pour le coup, l'Ukraine. Ah, Pour l'Ukraine. la France, Bah, oui, en fait, j'ai pas ouais. pas trop de doutes, mais sur la compétence justement à l'Ukraine à pouvoir aider dans, Ouais. Non, à, le, non, le grand problème de l'Ukraine, ça va être la récupération de sa population active. C'est-à-dire que vous avez 20-30% de la population active qui est partie. Alors, une partie qui est au front et une partie qui est à l'étranger. Donc, les gens qui sont au front, bah, évidemment, il faudra les former, etc. Enfin, je crois comprendre qu'une des grandes problématiques militaires ukrainiennes, c'est qu'un certain nombre de gens, même beaucoup de gens, sont au front depuis le début. Hmm. Donc, évidemment, le retour dans l'emploi, pour parler comme un technocrate, pardonnez-moi, vu la situation, c'est pas très approprié, mais le retour dans l'emploi sera forcément un peu difficile, prendra du temps, etc. Donc ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet qui est très compliqué, et vous me demandiez tout à l'heure si j'avais des conseils à prodiguer au gouvernement ukrainien, ce que je ne me permettrai jamais de faire, mais je fais quand même cet exercice, c'est euh, réfléchir très en profondeur dès maintenant à comment on fait revenir les réfugiés ukrainiens qui sont partis à l'étranger, comment on va les faire revenir. Voilà, ça c'est très important, parce que le problème de population d'Ukraine, il est important, et une grande partie de ces gens-là, il va falloir les faire revenir pour retrouver justement des compétences. Alors c'est un sujet qu'on discute fréquemment à la Chambre avec le ministère de l'économie où évidemment ils voient bien la situation, ils la comprennent, ils Bien l'aperçoivent sûr, tout à fait. Euh, La difficulté, c'est que quelles sont les mesures concrètes à mettre en place, c'est difficile de le dire. Et puis, malheureusement, le temps joue oui, évidemment contre l'Ukraine, puisque de manière tout simplement humaine, quand vous vous êtes réinstallé dans un pays, que ça a été compliqué, que vous recommencez évidemment à vous reconstruire vous-même à titre personnel ailleurs, bah, ça devient de plus en plus dur de vouloir retourner même dans votre pays d'origine. Et donc ils savent que statistiquement, chaque année qui passe, et en fait ils vérifient ça par rapport à la scolarité, chaque année scolaire qui passe, eh bien ça diminue d'autant en termes de pourcentage les chances de revenir. Et en effet, il va falloir réussir à mettre en place des mm. systèmes d'aide ou de retour à l'Ukraine, puisqu'en effet, ça représente une population importante. Mais ça peut se faire aussi, mais là aussi, hein, j'enfonce des portes ouvertes parce que vous connaissez tout ça par cœur, mais ça peut se faire aussi par le biais du système universitaire. Moi, je crois beaucoup, beaucoup à ça. C'est-à-dire avoir un système universitaire l'Ukraine, par exemple, il y a évidemment un savoir-faire qui est unique aujourd'hui en matière militaire, en matière de renseignement. On l'a vu avec les drones, etc. Bon, il y a plein d'étudiants dans le monde qui s'intéressent à ces sujets. Donc là, il y a vraiment un levier pour ouvrir des programmes de recherche, des programmes d'études, et pour faire venir des étudiants qui sont des étudiants étrangers qui vont travailler sur ces sujets. Hmm. C'est pour ça que je vous dis que
le soft power, là, qui est lié aux opérations récentes, à l'usage des drones, etc., est quelque chose qui, à mon avis, qui est très mis en avant à juste titre, mais qui est quelque chose qui peut faire effet levier, y compris sur des sujets économiques. D'accord. Merci beaucoup. Quelques questions peut-être, si certains des participants avaient des questions, maintenant qu'on a eu une présentation sur le sujet, est-ce que certains d'entre vous souhaiteraient... bah, tout est clair, voyez-vous, Nicolas, c'est incroyable. Peut-être par rapport à un point de macroéconomie et de chiffres, euh, sur le PIB ukrainien peut-être et le PIB russe, l'évolution parallèle des deux au cours des 3 dernières années, est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous pouvez des chiffres? Est-ce qu'il y a des vrais chiffres Ah sur oui, lesquels oui, on... il y a des vrais chiffres, bien évidemment. Alors, le PIB ukrainien, si on prend du recul et on regarde depuis le début de la guerre, on doit être à moins 20%, quelque chose comme ça. Entre moins 15 et moins 20%. À mon avis, plus proche de moins 20%. Le PIB russe, lui, il a légèrement augmenté, mais il n'a pas baissé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en proportion de la population, la guerre a touché beaucoup plus d'Ukrainiens que de Russes. Hmm. Ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En revanche, ce qu'on voit aujourd'hui très clairement en Russie, c'est que il y a eu un effet sur la croissance qui a été un effet keynésien des dépenses militaires. Donc ça a très fortement fait monter le PIB russe. Donc ça a compensé les effets récessionnistes de la guerre. Donc on a une croissance de la Russie qui est montée l'année dernière. Elle devait être pas loin de mémoire de 3 ou 4% l'année dernière, donc quelque chose d'assez soutenu. Et on voit que là, c'est en train de retomber. Donc cette année, on aura en Russie une croissance de 1%, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus, parce que cet effet des dépenses militaires, il est en train d'épuiser ses effets. Donc on a une situation en Russie qui, du point de vue macroéconomique, est quand même pas très bonne. Après, je pense que ça fait pas partie des préoccupations du président Poutine. Mais quand même, même dans la presse russe, parce que moi je regarde un peu la presse russe, on voit par exemple beaucoup de choses sur l'inflation. D'accord. On voit beaucoup de choses sur les hausses de prix. Donc, voilà, alors je ne sais pas si les gens font le lien, si les Russes font le lien avec la guerre, etc. Mais on voit bien quand même que voilà, ça transparaît un peu. Hmm. On a Et une surtout, il faut pas. Le gros biais, c'est comment dire, que beaucoup de gens vont à Moscou. En plus, le gouvernement invite plus ou moins des influenceurs pro-russes à Moscou, etc. Donc, ils voient à Moscou, ils voient la vie à peu près normale. Donc, ils se disent super, il n'y a pas d'impact des sanctions, il n'y a pas d'impact de la guerre, etc. Mais là, pour le coup, il faut regarder les données statistiques globales qui montrent que l'économie russe souffre. Ah oui, bah, on a souvent et c'est souvent une question de perception, c'est-à-dire que quand on en Voilà. parle au public ou même, et nous à la Chambre de commerce, c'est pour ça qu'on fait beaucoup d'interventions sur le sujet, la réalité de l'économie ukrainienne aujourd'hui, puisque quand on parle à l'ensemble du public, aux entreprises même françaises bien informées par ailleurs, elles ont toutes l'impression qu'il ne se passe plus rien économiquement en Ukraine, alors qu'aujourd'hui le pays tourne à 80% de ce qu'il faisait avant la guerre, qu'on Ça, peut se rendre, certes peut-être difficilement, mais quand on est à Kiev, on ressent plus ou moins une vie normale et une vie qui continue complètement. On est ouais. très loin d'une situation dégradée qu'on peut connaître sur certains lieux de conflit ailleurs dans le monde. Voilà. Et d'ailleurs, un point en termes de communication que vous pouvez mettre en avant, vous le savez, mais les gens ne le savent pas, c'est que l'économie ukrainienne exporte énormément. Donc ça, c'est un sujet dont on avait déjà parlé, je me souviens un mot dont on avait parlé d'ailleurs, mais la logistique, la résilience de la logistique ukrainienne est quand même quelque chose qui est absolument admirable. Mm. Ah oui, Parce qu'on a un et pays. en particulier, et c'est souvent souligné sur le chemin de fer ukrainien qui a été Voilà, exactement. et souvent critiqué, ou en tout cas où les utilisateurs avaient un ensemble de questionnements avant la guerre, et aujourd'hui qui fonctionne de manière incroyable et qui a montré une efficacité, une ingéniosité incroyable. On a deux points qui sont soulevés. Alors un premier point qui est plus
un commentaire par rapport au retour des réfugiés, c'est les gens vont revenir quand ils auront la sécurité que le conflit ne recommencera pas en cas de... En effet, c'est un point qui va se poser évidemment, à laquelle je ne pense pas qu'on ait forcément la réponse. Et le deuxième point, c'est en effet comment on parle de la dépendance économique militaire vis-à-vis des États-Unis par rapport à l'Europe, mais également de manière plus générale la dépendance à la Chine et comment l'Ukraine peut jouer dans ce rôle-là en termes de reconstruction, comment elle pourrait participer à diminuer cette dépendance. Alors c'est une question très compliquée, je pense, mais je ne sais pas si vous Oui. avez une idée là-dessus, Nicolas. Si, bah ça, de toute façon, c'est la stratégie européenne, ce qu'on appelle le de-risking, hein. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire, il faut qu'on identifie tous les maillons de chaîne de valeur pour lesquels on considère que notre dépendance à la Chine est excessive, c'est-à-dire fait peser un risque existentiel à des secteurs si jamais il y avait des ruptures d'approvisionnement, si jamais la Chine ne nous livrait plus, etc. Donc, ce n'est pas un découplage. Les Américains, eux, sont plutôt dans une logique de découplage avec la Chine, hein. C'est-à-dire, ils veulent, au fond, essayer de couper leur économie de l'économie chinoise. L'Union européenne n'est pas là-dedans. On est donc dans une stratégie de de-risking où on va dire, bah, par exemple, pour les métaux rares, je sais pas quoi, on a besoin de lithium. Aujourd'hui, 80 ou 90% du lithium qu'on utilise dans tel ou tel secteur vient de la Chine. C'est quelque chose qu'il faut corriger. Donc, on va diversifier nos approvisionnements. On va faire un scan du sol européen pour savoir où est-ce qu'il y a du lithium. Tiens, il y en a dans l'est de la France, par exemple. Est-ce que ça vaut pas le coup de faire des mines, etc. Donc, voilà, je pense que c'est une stratégie qui est commune aujourd'hui aux pays européens. Je pense que par rapport à la Chine, il faut être extrêmement pragmatique. Il ne faut pas se fâcher. Alors, je sais que ce n'est pas facile de dire ça à l'Ukraine parce que la Chine aide plus ou moins la Russie dans sa guerre, mais je pense qu'il faut quand même, enfin moi je fais partie de ceux en tout cas qui considèrent qu'il faut quand même conserver un peu de relation avec la Chine, parce que de toute façon, on est et on restera dépendant de la Chine. Alors ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que la Chine elle-même est en train de toute façon de restreindre d'elle-même ses exportations. Donc Hmm. de toute façon, le de-risking, il va se faire aussi à Assez rapidement. l'initiative et puis à l'initiative de la Chine elle-même, qui Hmm. a bien compris qu'elle doit garder un certain nombre de ses composants critiques ou de ses matières premières critiques. Hmm. Alors il y a deux questions qui se rejoignent un peu et qui sont intéressantes, mais sur lesquelles on devra revenir, je pense, séparément. C'est concrètement les fonds d'investissement. Qu'est-ce qui se met en place? Quels fonds d'investissement sont créés pour investir en Ukraine? Comment est-ce qu'on fait pour les contacter si on a envie de participer à la reconstruction, à l'investissement sur l'Ukraine? Alors je vais peut-être juste te dire un mot par rapport à ce qu'on peut avoir nous comme ressenti à la Chambre de commerce et vous laisser la parole, Nicolas. Nous, sur ça, très concrètement, on voit qu'aujourd'hui, il y a de l'intérêt, beaucoup d'intérêt d'investisseurs européens sur l'Ukraine, de regarder. On voit évidemment qu'aujourd'hui, les décisions d'investir sont plutôt au stade de l'étude plutôt que de la réalisation, sauf évidemment tout ce qui est fonds étatiques, que ce soit national ou des fonds européens. Là, les entreprises essayent généralement, donc aujourd'hui, de se placer sur ce périmètre. Donc on va avoir, on devait avoir un- une conférence sur le sujet avec Pierre Elbron et Francis Malige de la Bird qui devait avoir lieu la semaine prochaine justement pour comprendre quels sont les investissements réalisés des AFI, quels sont les programmes et comment on peut y participer. C'est une conférence qui va être décalée, mais voilà, c'est quelque chose sur lequel nous on travaille beaucoup évidemment, puisque on a besoin de diffuser l'information auprès des membres, de voir qui est intéressé et de mettre en contact les gens qui sont intéressés. Toutes les bonnes volontés sont évidemment bienvenues. Et voilà, donc c'est quelque chose sur lequel nous on travaille. Voilà, concrètement, Nicolas, peut-être vous, est-ce que vous avez également vu quelque chose sur ce sujet ou... Non, non, parce que je pense que là, pour le coup, c'est trop. Je pense que les fonds attendent des garanties de sécurité, attendent d'y voir plus clair de ce point de vue-là. Donc, je fais exactement le même diagnostic que vous. C'est-à-dire que j'en entends parler, il y a peut-être des études, mais moi, je n'ai rien vu de concret D'accord, très dans le bien. privé.
Oui, tout à fait. Dans le privé, c'est le cas, sauf bien évidemment pour l'instant exception. Voilà. Donc je ne sais pas s'il y avait, j'ai pas l'impression qu'il y avait d'autres d'autres questions. En tout cas, Nicolas, un grand merci. Je pense qu'on est Avec resté plaisir. dans le temps imparti. Donc un grand merci pour cette intervention très intéressante, passionnante même, en tout cas pour ma part. Et je voulais vous remercier. Et en tout cas, pour tous ceux qui auraient des questions, on pourra y répondre séparément. N'hésitez pas à nous contacter. On est là pour ça et pour vraiment diffuser au plus grand nombre d'informations qu'on peut sur l'Ukraine. Voilà. Donc, merci beaucoup Nicolas pour votre temps aujourd'hui et Avec votre. grand plaisir. À très bientôt, j'espère. Merci beaucoup à tous. Au revoir, à très bientôt. Au revoir, Bertrand.